Donc bonjour à tous. Donc comme on vous l'a dit, je suis Iris Champagne. Donc je suis chercheuse à l'université Paris-Dauphine depuis maintenant 2 ans. Et moi, je m'intéresse sur des situations où vous avez des objets qui sont en construction, ou en tout cas on n'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est, et le droit a du mal à s'adapter, ou en tout cas essayerait d'accompagner ce genre d'innovation. Le but étant bien entendu d'accompagner et de favoriser l'innovation qu'il y a derrière. Donc moi, quand Alsace Digital m'a contacté, on m'a dit résultat, il faudrait que tu fasses un truc sur le droit de l'innovation. Et résultat, je me suis dit, bon, d'accord, super. Mais la question que je me suis posée, c'est alors, est-ce qu'il y a un seul droit pour toute l'innovation, ou comme le code civil, le code de la route, etc. Ou alors, est-ce qu'il y aurait plusieurs droits pour différentes innovations qui existeraient? Et au lieu de vous saouler avec ces histoires de définition juridique ou en tout cas de droit, je me suis dit que je vais aller vous donner ma propre définition du droit. Et en fait, le droit, c'est un peu comme une loupe par laquelle vous pouvez voir différents aspects de la société qui existent actuellement. Et résultat, c'est pas comme simplement la relation entre une société et un groupe résultat, le pouvoir législatif qui est derrière. Mais c'est un peu plus souple que ça. Par exemple, on peut parler des startups à travers le droit des sociétés sans trop de difficultés, sans parler de startups ou sans considérer que ce soit une innovation. Vous pouvez parler des relations qui existent entre les différentes personnes par le droit des contrats, le droit de la famille, qui sont aujourd'hui quelque chose d'assez classique. Vous pouvez parler des fintech, des banques, de ce genre de choses via le monopole bancaire qui existe et qui est mis en place. Et vous pouvez parler de l'innovation qui est derrière sans que ce soit un gros mot. Toutefois, aujourd'hui, on voit qu'il y a en effet des tensions qui existent entre le droit et les innovations qui existent. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas toute seule à me poser la question. Vous avez le Conseil d'État dans un rapport de 2017 sur puissance publique et plateforme numérique accompagnée de libéralisation en tant que service d'intermédiation, qui s'est déjà posé la question et qui, en fait, dans ses propositions 20 et 21, va vous dire que en effet, aujourd'hui, on a un problème pour ce genre d'innovation. Vous allez d'abord avoir une envie, en tout cas le Conseil d'État vous met en avant le fait qu'ils ont une envie de mettre en place une nouvelle méthode de droit, d'élaboration des normes juridiques, et en plus, avoir incorporé les acteurs de cette nouvelle économie qui est derrière, et qui permettrait d'avoir un droit qui est beaucoup plus lié au terrain, puisque je pense que pour les gens qui travaillent ici, en tout cas, ont déjà eu ce problème de vous allez travailler pendant 2 ans sur un sujet d'innovation, vous allez voir votre juriste qui vous dit non, en fait, désolé, mais ça ne va pas être possible. Ou alors, si vous avez eu la bonne idée de le mettre dès le début dans la boucle, il va vous dire oui, peut-être, je ne sais pas trop. Donc avec ça, vous êtes bien avancé sur comment vous allez développer votre innovation. Est-ce qu'à la fin, vous allez pouvoir vous le mettre en place? En fait, le droit et l'innovation, pourquoi on vous met ça? C'est un peu comme c'est un conflit qui est permanent. Vous avez d'un côté une vision qui est mise en place par le gouvernement et par l'Assemblée, là c'est l'Assemblée nationale qui est mise là, qui a une vision extrêmement juridique des problèmes d'innovation, puisque vous avez un droit qui est en fait fait en différentes catégories, la catégorie de la responsabilité, des contrats, de la famille, etc. Et on va essayer de faire incorporer des nouveaux objets qui vont arriver dans ces catégories existantes. Le problème, c'est que vous avez des objets comme le véhicule autonome, les plateformes de streaming qui sont actuellement en train de parler d'elles, ou n'importe quelle autre innovation qui, en fait, rentrent pas dans ces catégories, ou en tout cas ont des difficultés pour rentrer dans ces catégories. Donc la question, c'est à quel point c'est flexible, le droit. Est-ce qu'on peut élargir la catégorie de la responsabilité jusqu'à un point où, en fait, elle n'a plus de sens, cette catégorie? Et pourquoi il y a ça? C'est parce qu'en fait, le droit et les innovations, c'est 2 écosystèmes qui ont des paramètres différents à l'intérieur. Donc vous avez l'écosystème du droit qui répond à une fréquence, une application, une particularité en fait qui va justifier l'intervention du législateur. On est sur quelque chose d'extrêmement long, minimum 2 ans pour qu'une loi soit mise en place, à cause d'un processus de stage gate, donc avec ce système de validation entre les différentes institutions qui sont mises en place. Et en plus, vous avez des principes qui irriguent le droit, dont vous avez bien entendu le plus connu qui est le principe de Kelsen, selon lequel toute norme doit être conforme à la Constitution, mais vous avez le principe de continuité juridique et de sécurité juridique qui, résultat, vous impose d'avoir une hiérarchie et ne pas non plus du jour au lendemain
vous faire changer toutes les règles de droit sans que vous soyez au courant. Vous avez Luhmann qui a également écrit là-dessus en disant que le droit va s'autoréguler et va créer des règles à l'intérieur de lui-même. Bref, vous avez un écosystème qui est là et qui est un peu autonome par rapport à ce qui se passe. Et de l'autre côté, vous avez de l'innovation. Et quand on parle de l'innovation à n'importe qui, à n'importe quel praticien, il va vous dire l'innovation, c'est de la transgression. Ok, donc résultat, d'essence, ça veut dire que l'innovation ne peut pas rentrer dans du droit, ou en tout cas pas normalement. Et en fait, le problème de l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu, depuis les années 70, un enjeu stratégique dans les entreprises, qui, dans un système d'hyper-compétitivité, va vous demander de justement aller plus loin et faire émerger de nouveaux objets qui vont être faits. Ce qui va entraîner l'évolution de l'identité de l'objet. Je vais prendre un exemple assez classique. Vous avez tous des smartphones devant vous, vu que je vous vois avec depuis tout à l'heure. Non, mais vous avez tous des smartphones. Repensez à votre téléphone d'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir, l'identité de l'objet a changé. Et en fait, Armand Actuel a même dit que ça a changé des pratiques pour lesquelles, en fait, on ne s'en rend pas compte. La façon de prendre des rendez-vous, par exemple. Avant, vous aviez votre agenda, vous prenez l'agenda, on note, on voit, et puis on oublie la plupart du temps. Aujourd'hui, vous avez non seulement le truc qui vous rappelle le fait que vous avez un rendez-vous dans temps, que c'est à tel endroit, donc résultat, vous prenez 30 minutes pour y aller en circulation à telle heure. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer de la possibilité de communiquer rapidement avec vos amis, de vérifier ce que vous allez faire à dîner sur Internet, etc., etc. Et si c'est de la transgression, ça veut dire que l'innovation va pouvoir prospérer, en tout cas arriver à quelque chose de mieux si en fait, le droit n'existait pas. C'est globalement comme ça qu'on fait, et c'est d'ailleurs comme ça que les praticiens font, c'est le droit, on verra après, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Alors même s'il y a bien entendu des lobbies qui sont derrière, tout le monde n'a pas la possibilité de faire des lobbies, et donc moi je me suis posé la question de comment on conçoit du droit dans des situations où en fait l'objet il n'existe pas encore, ou en tout cas il va exister. Mais on se repose la question. Donc, moi, je me suis intéressée au cas du véhicule autonome. J'ai donc redécoré mon bureau. Puisqu'en fait, je suis partie du principe en me disant, en fait, aujourd'hui, ça pose problème. Et pourquoi ça pose problème? Parce qu'il y a bien eu des innovations radicales qui se sont faites jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de soucis derrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé 400 ans de législation, recoupé avec 400 ans d'innovation et 400 ans de records qui ont été faits. Et ouais, c'est illisible, mais résultat, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et j'ai fait la même chose pour un truc qui s'appelle l'avion, puisque je me suis dit, avant l'avion, il n'y avait pas grand-chose, donc pareil, innovation radicale, on va voir les différences. Là, c'est plus lisible, et résultat, vous voyez qu'il y a différentes étapes qui se font et différentes phases qui existent. Donc vous avez d'abord une phase que moi j'appelle émergente, qui va être recapturer en fait un héritage juridique qui est existant, puisque vous savez tous qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit de faire conduire votre ado de 13 ans sur votre voiture, et non plus vous n'avez pas le droit de vous garer en double fil. Ça n'a rien à voir avec la voiture, ça a été mis en place par une ordonnance de 725 liée au carrosse, qu'on a repris et qu'on a réadapté à la voiture. Donc pendant cette période, on va essayer de reprendre l'usage qui existe déjà et on va essayer de... on va bidouiller, quoi. On va oublier le fait que la voiture, c'est une motorisation, ça a un moteur et que le résultat, ça va vite. Et cette phase, elle commence en 1873 avec la création donc, de l'obéissante, qui s'est fait arrêter 45 fois de son trajet Paris-Le Mans, puisque c'était un nouvel objet et on ne savait pas ce que c'était. En 1921, vous allez avoir le premier code de la route, et là, le législateur va se dire, bon, ok, la voiture, maintenant, on connaît à peu près, et stabiliser un peu l'identité de l'objet, parce que vous avez toute forme de voiture qui existe, et résultat, on va dire, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des normes techniques. Donc, moi, j'ai retrouvé le code de la route de 1921, vous avez la taille des roues, le fait que vaut mieux éviter que le moteur soit à l'avant, parce qu'il ne faut pas qu'il soit près du conducteur en cas d'explosion, donc on va essayer de le mettre à l'arrière, etc., etc. Donc, vous avez ces normes techniques et un service d'homologation qui va être donné au service des mines, à l'époque, qui va justement vérifier que toutes ces normes techniques sont bien mises en place et correctement faites. Et en fait, cette phase, elle va durer jusqu'en 1950, ce qui est énorme parce que vous avez énormément d'innovations qui se font dans le domaine. Vous allez avoir des changements mineurs en 1936, 37, etc. Ça s'explique également parce que vous avez la Deuxième Guerre mondiale qui se met en place. Et
En 1950, il va y avoir un problème. Donc, vous êtes dans une période économique qui sont les 30 Glorieuses. Vous allez avoir des nouveaux modèles de voitures comme la 4 chevaux de Renault qui va être low cost et donc qui va permettre à plus de gens d'avoir la voiture. Sauf que qui dit plus de gens dit plus d'accidents, qui dit plus de morts. Là, on va commencer à sérieusement se poser des problèmes, des questions en se disant mais attendez, c'est pas possible, si on avait une homologation par le service des mines, pourquoi il y a autant de morts derrière? Et donc vous allez avoir un mouvement de la société civile qui va se mettre en place. Vous allez avoir d'abord la création de l'association de prévention routière qui a été créée par des assureurs en 1949. Qui là va faire une première campagne de publicité en vous disant qu'il ne faut pas boire au volant. Et vous allez avoir une réponse des constructeurs qui vont se rendre compte qu'on ne comprend pas pourquoi la voiture elle est cassée en deux ou il y a autant de morts derrière. Et donc ils vont mettre en place les crash tests. Donc les crash tests, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de mettre en situation une voiture dans une situation d'accident et voir comment la voiture répond. Et en fait la voiture répond très mal à cette époque-là puisqu'elle se casse en deux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va avoir là, une réponse du législateur qui va être extrêmement intéressante puisqu'on va changer de paradigme. Ça ne va plus être établir l'identité de l'objet, etc. C'est là, on va se dire, ok, donc on va passer en mode responsabilité et sécurité des conducteurs et des passagers de façon générale. Jusqu'en 2000, en fait, où vous allez avoir une phase de stabilisation, où le droit change rarement, et on va commencer à incorporer, d'un point de vue de la voiture, toutes les nouvelles technologies, le GPS, ce genre de choses qui vont, aujourd'hui, résultat, vous amener au véhicule augmenté, et demain, le véhicule autonome. Et du coup, en 2000, il s'est passé quelque chose de ceci, ça reste stabilisé? Oui, en 2000, on a changé. Alors, 2000, c'est le passage du code de la route auprès de je vais y arriver, de l'Union européenne. L'Union européenne va commencer à prendre le sujet sur la question. Voilà. Oh, pardon. Et pour le cas de l'avion, ce qui est assez rigolo, c'est que s'il n'y avait rien qui était fait jusqu'à présent dans le cas de l'avion, en fait, on en retrouve les mêmes phases. Mais par un même héritage juridique, puisque avant l'avion, il n'y avait pas de droit aérien. Vous ne savez pas à qui appartenait. Le vrai problème de l'avion, ça a été la propriété du ciel au-dessus des États. Et donc, ça va prendre un moment avant d'être mis en place. Et on va s'inspirer de ce qu'on appelle du droit maritime, en fait. Vous savez qu'on parle de capitaine de bord, d'équipage au sein d'un avion. En fait, ça vient de là, du droit maritime qui va être mis en place. Et on va reprendre un usage qui est un peu similaire. Ce qui fait dire que, en fait, vous avez deux parties de droit, ce qui va être d'abord une conception du droit initial qui va se faire dès le début. En fait, on va essayer de reprendre un héritage juridique ou non, et un droit adaptatif en fonction des usages. C'est comme ça que, moi en tout cas, je l'appelle. Pour la conception du droit initial, on va avoir une première question qui va être est-ce que le cadre référentiel que j'utilise, en fait, qui est lié directement aux sources cognitives, quand vous ne connaissez pas quelque chose, le premier truc que vous essayez de faire, et d'ailleurs vous avez dû le faire pendant votre hackathon, c'est vous allez vous rapprocher de quelque chose que vous connaissez déjà. Et donc, la question c'est est-ce que le cadre légal référentiel est-il suffisamment adaptable à mon innovation? Pour le cas de la voiture, oui, et en fait on a repris le carrosse qui était quasiment similaire, en ignorant une partie inconnue qui était le moteur, et donc on reprend ça comme tel, et de l'autre côté non, et donc là on va raisonner par analogie. Qu'est-ce qui traverse les frontières et vous permet de faire des voyages longue distance? Les bateaux. On va s'inspirer du droit maritime. Ce qui pose en fait la question de la pertinence du cadre référentiel. Si moi par exemple je fume une cigarette électronique, une cigarette électronique ça vous permet d'avoir de la nicotine à l'intérieur, sauf qu'il y a d'autres procédés qui vous donc actuellement, la cigarette électronique, c'est comme une cigarette. Résultat, je n'ai pas le droit de fumer devant vous, je n'ai pas le droit de fumer à l'intérieur, etc. Sauf que c'est aussi un processus qui vous permet d'avoir de la nicotine à l'intérieur. Et vous avez d'autres médicaments qui vous permettent de le faire. Les nicorettes, ce genre de choses. Et donc la question, c'est est-ce que la cigarette est-il un bon cadre référentiel à la base, ou alors est-ce qu'on aurait pu le considérer comme un médicament? Ce qui fait que vous allez totalement changer votre vision des choses. Et la vitesse, bien sûr, de l'adaptation du cadre juridique, puisque ça demande du temps. L'adaptation face à un certain usage, donc je vous ai en fait repris mon espèce d'arborescence au moment où on a changé de paradigme. Et en fait, vous allez avoir, au moment où on va avoir les crash tests, etc., vous allez avoir une triple création de droit qui va se faire
en 3 axes différents qui vont être d'abord la limitation de vitesse qui n'avait pas changé en fait depuis 1921, qui était limitée à 30 km/h, alors qu'à la même époque, vous aviez la Jamais Contente qui avait dépassé les 200 km/h en tant que record. Donc voilà. Donc on passe à une limitation de 60 km/h. Vous allez avoir la sanction pour conduite en état d'ivresse qui va se faire, et pour quand bien même on n'est pas l'éthylotest, c'est un état manifeste d'état d'ivresse. Et vous allez avoir l'obligation de porter une ceinture de sécurité qui existe encore aujourd'hui. Et là, vous allez avoir un double effet sur l'innovation. Vous allez avoir un effet de cristallisation et vous allez avoir un effet de générativité. Pour le cas, et là, très simplement, depuis 1970, vous portez la même ceinture de sécurité. Ça commence à dater. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer un autre système, voire aussi performant, et notamment dans les véhicules autonomes où ça se pose légèrement beaucoup la question sur cette question-là, qui est, est-ce qu'on ne pourrait pas assurer la protection de quelqu'un sans passer par le système de ceinture de sécurité? Mais parce que la loi vous oblige à avoir une ceinture de sécurité, les constructeurs ne vont pas penser à innover dans cette partie-là. La deuxième chose, c'est la générativité. On va le voir plus particulièrement dans le cas de l'industrie musicale, c'est le fait que, parce qu'on va limiter la vitesse, quelques temps plus tard, on va avoir des régulateurs de vitesse. On vous dit non, donc on va déplacer le curseur et se dire, potentiellement, il y a une solution pour offrir de nouveaux services, trouver un problème, etc. Et donc, vous connaissez bien entendu le cas de l'industrie musicale, où vous allez avoir d'abord un âge d'or des vinyles, puis on va passer à l'âge d'or des CD. Aujourd'hui, vous connaissez ces petites choses qui sont des MP3, et vous connaissez bien entendu Adopi qui a été fait. Le problème qui s'est passé avec les CD, c'est que vous avez donc une industrie musicale qui s'est rendue compte que vous avez la possibilité d'avoir des CD, et donc on l'a fait maintes et maintes fois avec des problèmes bien entendu de droit commercial et de cartels qui se sont mis, où on mettait les invendus dans un stock pour essayer de faire monter les prix sans vraiment y avoir droit. Et à la même période, dans les années 90, que moi je ne savais pas du tout que c'était aussi tôt, vous allez avoir la création du fichier MP3 qui va donc changer pas mal de choses, et l'arrivée d'Internet bien entendu, et là vous allez avoir cette fameuse pratique du téléchargement au peer-to-peer qui est résultat contraire au droit d'auteur, puisque normalement vous êtes censé payer et rémunérer l'auteur qui s'est fait derrière. La réaction a été assez radicale en fait de la part des législateurs, c'est que comme on est face à une industrie qui va mourir, qui est l'industrie des CD, tout de suite on va dire le peer-to-peer c'est illégal, au lieu de potentiellement changer la vision du droit d'auteur qui était derrière, etc. Mais enfin bref, c'est un point de vue comme un autre. On va donc interdire le peer-to-peer, et puis on va avoir la création de cette magnifique autorité administrative qui s'appelle Adopi, qui est donc limitée uniquement au téléchargement, la sanction uniquement du téléchargement en peer-to-peer, et qui n'a pas de pouvoir de sanction puisque censurée par le Conseil constitutionnel à la même époque. Donc en gros, et je pense que tous les ados de cette époque le savent, vous aviez des petits mots dans votre boîte aux lettres en vous disant c'est pas bien, tu as téléchargé en peer-to-peer, c'est mal, fais attention. Voilà. Sauf que ça a été fait en 2019, Deezer a été créé en 2007. Donc si on avait élargi et en tout cas essayé de voir les solutions qui étaient adaptées derrière, puisque en fait Adopi aujourd'hui a un bilan assez catastrophique à cause de justement l'émergence de solutions légales derrière, on aurait pu potentiellement éviter la création d'Adopi qui aujourd'hui bouffe 9 millions de budget et a eu 2 morts cérébrales vu que le gouvernement a oublié de nommer les gens qui étaient censés être chez Adopi, enfin bref, avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir derrière. Ce qui fait qu'en fait, on va poser la question de l'anticipation versus la réaction. Typiquement, Adopi, c'est une question de réaction. Là, il y a un problème, il y a une industrie qui est en train de mourir, on va essayer de faire quelque chose contre. Vous avez le cas d'Uber également dans le même pendant, c'est face à Uber et face au monopole des taxis, comment on va essayer de protéger les taxis avant qu'il y ait un problème. Et on a également cette question de remise en question des normes techniques qui sont faites derrière, et Christopher Miller en a parlé beaucoup par rapport à la voiture, qui est comment on va pouvoir remettre le débat à l'intérieur de ce genre de problème pour éviter un nouveau 1950 pour la voiture.
Et donc, je vais reprendre mon cas du véhicule autonome. Aujourd'hui, pour le cas de la voiture, vous avez globalement ces 4 axes. Vous avez un droit qui est lié à la circulation, un droit qui est lié à la sécurité de la société, donc les piétons, l'atmosphère, etc. Vous avez un droit qui est lié à la conduite, donc tout ce qui est responsabilité du conducteur en cas de problème, et vous avez un droit de l'assurance. Et donc, si on prend le cas du véhicule autonome, et en tout cas dans son niveau 6, donc plus de conducteurs, etc., et qu'on reprend en fait la méthode qui a été prise jusqu'à présent, et vous avez des juristes qui vous disent en fait il n'y a pas trop de problèmes que ça. Voilà, c'est pas très compliqué, les panneaux ça va pas changer, et puis la voiture elle sait le lire, donc pas de souci. Vous avez un droit lié à la sécurité, alors là ça pose un peu plus de problèmes parce qu'il y a un algorithme, donc l'algorithme il est soit transparent, soit vous ne le savez pas, et la question c'est comment on construit l'algorithme qui est derrière. Puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude qui a été faite par le MIT sur ce genre et le dilemme, la question du dilemme dans ce genre de choses. Donc vous avez un piéton, un jeune et une personne âgée qui sont sur un passage piéton, le véhicule autonome avec 4 personnes qui ne peut pas s'arrêter, et la question c'est qui est-ce qu'on tue ? Alors, bien sûr, cette étude est fortement contestée et une partie de recherche est bien entendu quelque chose de différent, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez des résultats qui sont totalement différents en fonction des pays. En Chine, c'est la personne âgée qui partirait. Au Japon, c'est les personnes qui sont dans le véhicule autonome qu'on ferait mourir. Par contre, en France, on est très individualiste, donc c'est forcément l'une des 2 personnes qui est sur le passage sculpté. Un jeune, un vieux, on s'en tape, tant que c'est pas nous, il n'y a pas de problème. Non, mais résultat, ça vous fait dire que si par exemple vous prenez un véhicule autonome au Japon, est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans une voiture ou s'il y a un problème, vous êtes forcément prêt à mourir ? Donc la question de l'algorithme et de la transparence de l'algorithme, si certains vous disent qu'on pourrait l'assimiler à un conducteur, repose vraiment des questions par rapport à la sécurité. Pareil pour le droit de la conduite. Alors, résultat, des juristes ferronnés, vous direz, c'est pas très compliqué, s'il n'y a pas de conducteur, c'est le constructeur qui sera responsable, et puis on n'en parle plus. Très bien, sauf que les constructeurs vous diront que d'un point de vue économique, c'est peut-être pas forcément très intéressant pour eux, et puis en fait, l'algorithme, c'est pas eux, c'est pas Renault qui le fait. Vous avez entendu sûrement parler du partenariat qui s'est fait entre Renault et Google. Là, c'est Google qui fait l'algorithme. Donc, résultat, ça veut dire qu'il faut aller chercher Google. Ça veut dire que potentiellement, il faudrait aller chercher le mec qui a développé. Ça veut dire que, ouais, mais il n'était pas dans un bon état, c'était son chef qui était là. Donc, en fait, vous allez avoir un jeu de responsabilité qui va se mettre en place et qui va commencer à sérieusement poser problème pour l'indemnité du pauvre monsieur qui s'est fait renverser sur la route. Et enfin, d'un point de vue de l'assurance, ça repose des questions d'un point de vue de Alors, on pourrait imaginer, et plein de juristes vous le disent, en fait, résultat, il n'y a pas de raison, on ne changera pas, on assurera la voiture. Sauf que, une voiture, un véhicule autonome, ça coûte 2 millions à produire, donc l'assurance, ça va être cher et pas accessible à tout le monde. Et surtout que le véhicule autonome, en fait, remet en question la question de la propriété, en fait, du véhicule. Dans les villes en particulier, on imagine, et en tout cas j'en ai parlé avec Renault, ils imaginent beaucoup plus un service où tout le monde, un peu comme Uber en fait, vous appelez votre véhicule autonome, il vient vous chercher, et à la fin vous n'aurez plus de voiture. Enfin globalement, personne n'aurait son petit véhicule autonome derrière. Donc ça veut dire que Renault devrait payer les assurances. Et là, encore une fois, la partie économique, elle pose souci, quoi. Est-ce que derrière, il y a quelque chose qui est intéressant ? Donc en fait, vous voyez très, très facilement que la façon dont on crée le droit actuellement, elle n'est pas du tout adaptée. Alors, on pourrait le refaire, en fait, c'est quelque chose, on pourrait étirer ad vitam aeternam ces fameuses catégories, sauf que moi, en tout cas, la vision que je vois, c'est qu'il y a des innovations qui ne pourront jamais rentrer correctement dans ce genre de catégorie. En tout cas, il faudrait remettre en question des grosses catégories et revoir en fait, notre façon de créer du droit. Et en tout cas, c'est mon opinion. Aujourd'hui, à l'ère numérique, en fait, vous avez en fait de plus en plus des problèmes avec ce genre d'innovations qui vont se créer et qui vont diluer un peu les relations entre individus, ce qui fait que la question de la responsabilité actuellement, elle pose question, quoi. Prenez le cas des Gilets jaunes, par exemple, la question de la responsabilité commune commence à se poser à cause des problèmes des Black Blocs, etc. On pourrait alors vous
il y a des travaux qui ont été faits, notamment par l'université de Stanford, par Margaret Hagan, qui essaie d'utiliser la méthode du design thinking, donc qui est une méthode utilisée souvent en marketing, pour justement essayer d'avoir un aperçu un peu plus de besoins du client, de ce que voudraient les justiciables, donc vous, pour pouvoir créer du droit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on commence à prendre en compte le droit dans un processus de création. Le problème, c'est que pour l'instant, cette méthode elle a été utilisée uniquement en termes d'innovation judiciaire, donc avec des réels clients derrière et qu'est-ce qu'on attendait pour pouvoir... elle a été créée pour, par exemple, créer des applications pour les tribunaux. Elle a été appliquée pour cette fameuse... les procès sans juge faits par Skype, etc., etc. Donc, est-ce qu'elle pourrait être appliquée pour, à un point de vue national, créer du droit? Ça, c'est quelque chose auquel il faut repenser. Et donc, moi, j'essaye de travailler là-dessus. Donc, vous avez une autre méthode qui existe, qui s'appelle de la conception innovante, qui, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, en tout cas en droit, qui est une conception systématique, qui est le fait que vous avez un cahier de charges, on va essayer d'y répondre en fonction de plusieurs étapes. Et donc, essayer d'utiliser cette conception innovante pour prendre en considération des usages qui sont imaginables, tout en gardant ce qu'on appelle un patrimoine de création. Donc ça, c'est des travaux de Daniel Pérez, qui ont essayé de voir ça dans le domaine du champagne. C'est rigolo. Et donc, essayer de voir si on pourrait essayer de créer du droit dans une certaine continuité, mais en prenant en compte des apports de n'importe qui, d'un développeur qui vous expliquerait comment ça marche, d'un anthropologue, de qui vous voulez, pour essayer de mieux comprendre et mieux cerner le problème. Le problème, c'est que c'est un changement profond du droit, du management du droit actuellement. Ça veut dire aussi que vous enlevez potentiellement du monopole à une assemblée, que vous promouvez la démocratie directe, etc. Donc ça pose bien entendu des problèmes qui sont derrière. Donc pour l'instant, moi, ma méthode, en tout cas de ce que j'espère pouvoir faire, ce serait une méthode qui prendra en compte les usages imaginés, qui mettra en place en fait un système d'anticipation. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que le droit est par essence en retard? Est-ce qu'il doit voir par essence quelque chose est-ce que par essence il arrive après quelque chose, ou pas? Est-ce qu'il pourrait être en avance? Et avoir une approche transdisciplinaire, donc avec d'autres acteurs, etc. J'ai par exemple testé avec mes étudiants en droit de l'innovation, qui ne sont absolument pas juristes, de comment on pourrait créer du droit par rapport au porte au loin dans Harry Potter et du hoverboard de Retour vers le futur. On est très bloqué sur certaines choses. Moi, j'ai mes étudiants qui m'ont dit c'est pas trop compliqué, le porte au loin, il arriverait dans un aéroport avec une hôtesse et on checkerait les bagages avant d'y rentrer. Ok, résultat, c'est directement lié à l'avion et c'est pas très créatif derrière à partir du moment où en fait, vous avez un effet de fixation qui se fait sur l'assimilation et l'usage. Ce qui pose en fait quelques questions en fait derrière, parce que quand je vous ai dit ça, c'est bien gentil, mais moi j'en suis pas encore là. Et donc la question c'est si le droit peut innover, donc quels sont les paramètres d'innovation qui sont possibles. Donc vous avez par exemple à la Sorbonne un atelier qui est créé actuellement qui s'appelle l'Ouvroir de droit potentiel, qui essaye de mettre en place des contraintes pour essayer de voir s'il est possible d'innover sur la question. Et un des paramètres d'innovation, c'est bien entendu le langage en droit. Les mots ont un sens. Et résultat, si par exemple on arrête d'appeler la cigarette électronique cigarette électronique, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de cigarette, ça change quelque chose? Ou véhicule autonome, s'il n'y a plus de véhicule devant, ou tout de suite on se dit c'est une voiture, est-ce que résultat on pourrait imaginer quelque chose de différent? Ça pose aussi la question du processus qu'il faut mettre en place, parce que vous avez aujourd'hui des forces existantes et, comme les lobbies, etc. Et donc la question de est-ce qu'on pourrait prendre en compte d'autres forces. Et enfin, la question de l'éthique, c'est le cas avec le véhicule autonome et cette étude du MIT, c'est aujourd'hui le droit et la morale sont totalement opposés. Est-ce qu'un jour elles pourront se remettre ensemble? Une question qui est à poser. Et donc, moi j'ai fini en tout cas. Et merci de votre attention si vous avez des questions.